Bonsoir, Sandrine Rollo, secrétaire générale de l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Toute cette semaine, nous vous proposons de participer au Salon de la polyarthrite, un événement placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, et sous le patronage du ministère de la Santé et de la Prévention. Le salon est également parrainé par la Société française de rhumatologie. Au programme du salon, des conférences en ligne, des ateliers de bien-être, des rendez-vous en tête-à-tête avec différents acteurs de l'association, assistants sociaux, patients experts, psychologues et nos délégués en région. Cette année, nous vous proposons aussi des salons en présentiel dans les régions. Plusieurs salons ont déjà eu lieu, mais je rappelle aux personnes de la région Grand Est que demain, Claudine et Jackie Lib les attendent sur le salon de Mulhouse et que samedi 22 octobre, Irène Picot, présidente et déléguée du Finistère, vous accueillera sur le salon de Quimper. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant ces deux salons sur la plateforme Internet du salon. Et maintenant, place à la conférence de ce soir. Elle bénéficie du soutien institutionnel du laboratoire Galapagos, que je remercie chaleureusement. Vous allez pouvoir poser vos questions en direct à nos deux intervenantes. Attention, si vous êtes en mode plein écran pour regarder cette conférence, il est possible que le cadre pour écrire votre question ne s'affiche pas. Dans ce cas, vous quittez le mode plein écran et vous posez votre question. Ras-le-bol. Ras-le-bol de la maladie, des traitements, des rendez-vous médicaux, ras-le-bol de la douleur, de la fatigue, des difficultés à se déplacer, ras-le-bol d'annuler encore des rendez-vous avec des amis, ras-le-bol des collègues qui ne comprennent pas qu'on peut avoir des problèmes articulaires à 40 ans, ras-le-bol de cette maladie qui ne se met jamais en pause. Pour parler de ce ras-le-bol ou des ras-le-bol que vous ressentez parfois avec la maladie, nous avons invité le docteur Emmanuel Dernis, rhumatologue au centre hospitalier du Mans. Bonsoir. Bonsoir. Madame Dernis. Et vous êtes accompagnée de Caroline Blot, qui est psychologue dans votre service. Bonsoir, Caroline. Merci d'être avec nous toutes les deux ce soir pour cette conférence. Alors, docteur Dernis, je ne sais pas si vos patients utilisent le terme de ras-le-bol, mais j'imagine que des patients qui sont angoissés, qui sont déprimés, qui ont des craintes quant à l'avenir, vous en rencontrez dans votre consultation? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'ils n'utilisent pas volontiers le terme ras-le-bol dans ma consultation, mais je crois que Caroline l'entend de temps en temps et c'est un petit peu l'objectif de notre intervention, c'est de voir la différence entre ce qu'on peut dire à son rhumatologue, mais ce qu'on peut aussi dire à sa psychologue. D'accord. Alors, je vous propose de commencer par ce qu'on entend chez le rhumatologue. Absolument. Je vous laisse commencer votre présentation. Merci beaucoup. Alors, merci d'abord au Salon de la polyarthrite de nous accueillir, à l'AFP de nous accueillir. Je pense qu'on est ravis, Caroline comme moi, d'être présente ce soir. Donc, je vais faire un petit overview, on va dire, de ces ras-le-bol, finalement, des patients. Je vais d'abord présenter un petit peu l'épidémiologie, le versant, on va dire, plutôt médical, et Caroline verra le versant plutôt individuel chez nos patients. Voilà. Alors, bon, bien sûr, vous connaissez tous cette fameuse roue de l'activité de la maladie. Hein. En souffrant d'une polyarthrite rhumatoïde, on sait très bien que le jour comme la nuit va être affecté par la polyarthrite, avec une douleur, surtout nocturne, des réveils nocturnes, qui vont considérablement impacter le sommeil, votre sommeil. Et ces conséquences vont avoir également le matin une douleur, des dérapages matinales qui vont, là aussi, au cours de la journée, être présents. Et lorsqu'on interroge les patients et qu'on regarde ce qui est important pour leur qualité de vie, on voit très clairement que la douleur, la fatigue, la difficulté à aller travailler, la difficulté à se mouvoir, à avoir des activités physiques, va modifier considérablement votre qualité de vie. Et que ça aussi va impacter finalement l'état de santé avec de l'anxiété, de la dépression, éventuellement, des ruminations anxieuses qui vont là aussi
engendrer ce cercle. La question que je voulais évoquer avec vous, c'était de savoir si finalement tous ces symptômes étaient présents uniquement au début de la maladie ou à l'inverse, si on pouvait les retrouver tout au long de la maladie. Donc, je vais essayer de donner un petit peu de données épidémiologiques. Au début de la maladie, vous le savez tous, c'est le problème de l'annonce du diagnostic qui est primordial. Alors, on a pas mal progressé dans la formation de nos étudiants à l'annonce de la maladie chronique par la simulation. On le fait dans le service pour toute l'équipe, pour savoir ce qu'on va dire aux patients. Mais on sait que c'est une rupture dans le cours de vie. Ça, il faut savoir l'accepter et accompagner. Et très fréquemment, au début de la maladie, on voit des réactions d'angoisse, et d'angoisse très marquées sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, cette notion de est-ce que je vais être handicapé? Je suis sûre que les malades évoquent toujours dans leur tête le fauteuil roulant. Il faut que nous, on soit aguerris et habitués à pouvoir, avec eux, élaborer et évoquer ces éléments. Anxiété qui va avoir également sur le traitement. On est actuellement dans le paradigme du traitement de la polyarthrite qui est traité vite et fort. Et donc, on voit les rhumatologues et les soignants être dans « je dois déclencher le traitement vite, expliquer, dépister les comorbidités ». À l'inverse, le patient, lui, est dans un état, on va dire, de rupture et l'acceptation, en tout cas la perception de la maladie est beaucoup plus longue. Et ce temps court du rhumatologue qui va prendre en charge le patient rapidement est un peu en opposition avec la perception, la compréhension de la maladie. Donc ça peut être un élément extrêmement important sur l'anxiété. Donc l'anxiété, on la voit très précocement. Je vous ai mis ici des données un petit peu plus non pas au début de la maladie, mais au moment de l'annonce de la maladie, pardon, mais au début de la maladie. C'est la cohorte espoir que vous connaissez tous. Et dans cette cohorte espoir, notre collègue Cécile Cojou s'est intéressée à regarder sur les patients qui avaient un état de santé, on va dire catastrophique par ce critère qui est le QD5, peu importe, qui reprend la mobilité, l'autonomie, l'activité physique, la douleur et l'anxiété et la dépression. On voit que 11% des patients au moment du début de la maladie se considèrent comme pire que la mort. C'est le terme ad hoc, c'est assez, je n'aime pas ce terme et cette diapositive, mais on voit qu'ils sont très élevés sur ces critères, on va dire, de douleur, d'anxiété. Et ça, c'est important pour nos médecins de bien se rappeler de la perception de la maladie à ce moment-là. Deuxième phase, est-ce que cette anxiété, ces difficultés, cette fatigue, on va le retrouver chez un patient qui a une polyarthrite établie et active? La réponse est oui. Et ça, vous savez tous, je pense que la prévalence de la dépression est importante, plus importante que dans la population générale, quel que soit l'âge, chez les patients souffrant d'une polyarthrite établie. L'anxiété, de la même façon, est importante. L'anxiété, on va la retrouver entre 15 et 48% des patients. Elle serait un petit peu plus fréquente chez la femme. Et elle est également souvent retrouvée associée à la dépression, mais pas systématiquement. On a des patients qui peuvent avoir des éléments anxieux de façon plus nette. Elle est corrélée bien sûr à l'activité de la maladie, je vous en ai parlé tout à l'heure, à cette projection sur le handicap, et elle n'est pas par contre corrélée à la destruction structurale, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver très tôt dans la maladie, alors même qu'il n'y a pas, heureusement, de destruction structurale. La dépression, est-ce que c'est fréquent? Oui, c'est assez fréquent. Sur l'histoire de vie d'un patient ayant une polyarthrite, on la retrouve dans près de 50% des cas. Ce n'est pas forcément des dépressions caractérisées graves, ça c'est important de le voir. Pas de différence entre les sexes. Les hommes comme les femmes sont affectés. Elle est corrélée de façon importante à l'activité de la maladie. Un patient qui a une activité de la maladie va se projeter avec... L'activité est souvent assimilée au handicap et à la destruction ostéo-articulaire, ce qui n'est pas forcément le cas. La destruction ou le handicap va être plutôt la sévérité de la maladie. Ça, c'est un élément important qu'il faut qu'on prenne en compte quand on voit nos patients en consultation. Elle est bien sûr très corrélée à la douleur. Et hélas, la dépression, et c'est vrai en population générale, augmente en prévalence actuellement. Pourquoi parler d'anxiété et de dépression? Parce qu'il est important pour nous médecins qu'on se rappelle, ou soignants, qu'on se rappelle qu'on doit prendre en compte ces éléments quand on va introduire le traitement. Pourquoi? Tout simplement, un patient qui a des éléments anxieux ou dépressifs va moins bien répondre à nos traitements, quel que soit le traitement. Donc, il faut savoir appréhender ces éléments et ne pas forcément se dire le traitement ne fonctionne pas. Il faut qu'on puisse prendre cette composante dans l'évaluation et le choix de nos thérapeutiques.
La fatigue. Caroline m'a dit qu'elle avait regardé les conférences précédentes, qu'il y avait eu beaucoup de questions sur la fatigue. Donc, je me permets de faire un focus peut-être un petit peu plus important. Elle est liée, bien sûr, à l'activité de la maladie, de la polyarthrite, mais pas uniquement. Hein. On a vu tout à l'heure le dérouillage, les réveils nocturnes qui amènent un sommeil de mauvaise qualité. Mais la fatigue peut être également liée, je l'ai marqué, à des comorbidités. Si on a une infection, un diabète associé, on peut bien sûr avoir une fatigue accrue. Donc, il est à nous, soignants, important de dépister les autres causes de maladies qu'on pourrait retrouver au cours de la polyarthrite. L'élément important est souvent les jeunes médecins. En tout cas, comme moi, j'étais jeune rhumatologue, je ne prenais pas cette importance. C'est l'importance de la fatigue, induite par les traitements et tout particulièrement le méthotrexate. On a des patients qui se plaignent de fatigue plus importante le jour ou le lendemain de la prise de méthotrexate. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en considération quand on va voir nos patients en consultation. Bien sûr, il y a un lien avec la dépression, l'anxiété, ça on le sait, mais ce n'est pas exclusivement un élément de ce type-là. Donc on peut avoir une patiente qui a une polyarthrite contrôlée, mais qui va malgré tout se plaindre de fatigue. À nous d'aller chercher ce qui se cache derrière la fatigue. Alors, rapidement, parce que je voulais vous signaler que cette fatigue, c'est une fatigue pathologique. Donc, ce n'est pas une fatigue qui va répondre au repos. Ce n'est pas la fatigue parce qu'on a fait une soirée un petit peu longue ou parce qu'on a fait une activité sportive importante. Donc, elle ne répond pas, en général, au repos, à les phases de repos. C'est ce qu'on appelle en médecine l'asthénie, qui est la fatigue pathologique. Et on peut proposer, et les ateliers que vous aurez tout au long de cette semaine vous proposeront différents éléments qui peuvent aider. Malgré tout, une écoute active du médecin vis-à-vis de la fatigue est quand même un élément important. Souvent, si les médecins ne l'écoutent pas, c'est qu'ils sont un peu mal à l'aise avec cette fatigue, qui est quand même très multifactorielle et qu'il est parfois difficile d'appréhender en simple consultation. Alors, on a parlé de la phase de début, de la phase de la polyarthrite active avec ses symptômes, mais par contre, on pourrait se poser la question, est-ce que lorsque le patient est en rémission et contrôlé par sa maladie, est-ce qu'on retrouve cette fatigue, ces douleurs, cette anxiété? Eh bien, la réponse est oui. Alors que le patient est considéré comme en rémission par le praticien, par le médecin, si on interroge ici, c'est une étude, on a interrogé des patients, pour vous, quel est finalement l'élément important dans la rémission? Les patients, bien sûr, vont se retrouver, comme le médecin, sur l'absence et la réduction des symptômes. Ils vont se retrouver également sur la diminution de l'impact de la maladie, mais c'est dans cette étude en tout cas, le sentiment de retour à la normalité qui est recherché de façon préférentielle par les patients. Et c'est ça qui est le plus important. C'est peut-être une dimension que nous, médecins, lorsqu'on fait nos critères de suivi, on n'appréhende pas non plus totalement. Alors, j'ai mis ici des verbatims, en tout cas des éléments qui étaient rapportés par les patients dans cette étude. Hein. J'aurais juste plus d'énergie, je ferai tellement de choses en plus. Vous voyez, là, on a l'élément énergie. Est-ce que j'ai ces éléments importants qui permettraient de faire des éléments d'autres choses? Est-ce que si j'étais en rémission, je ne serais pas dépendant? Cette notion de dépendance, alors, c'est pas la dépendance, c'est la dépendance du compagnon, de la compagne pour ouvrir le pot de concombre, je crois, dans cet exemple, mais c'est aussi la dépendance vis-à-vis du système de soins. Lorsque là, on a une maladie, on va à la pharmacie, on va chercher ses médicaments, on va faire ses prises de sang. Et certains patients notent que ça serait tellement bien d'arrêter les traitements. Donc, cette dimension qui est la rémission sans traitement, c'est un élément qui est probablement très important à prendre en compte pour vous et à nous de l'appréhender. Toujours le même auteur, toujours dans la même ambiance, finalement, c'est les facteurs pour les patients les plus importants pour la rémission. Et vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'articulation gonflée, pas de CRP, pas d'éléments, mais on retrouve la douleur, la mobilité, la fatigue, l'indépendance et tous ces éléments qui sont importants pour l'obtention de la rémission chez nos patients, donc des critères qui ne sont pas forcément pris en compte dans les critères composites. Une petite étude que j'ai trouvée très intéressante, c'était les patients qui étaient en rémission selon le médecin, mais par contre, la différence par rapport aux patients, c'est que le patient n'avait pas d'articulation gonflée douloureuse ou de CRP décalé, mais il avait une appréciation globale de son état de santé supérieure à 1. Et si on regarde ces patients, pourquoi ces patients qui ont une appréciation globale de sa santé supérieure à 1, quelle est la différence par rapport à un patient qui est en rémission complète? On retrouve exactement les mêmes éléments. La douleur, la diminution de la fonction, le bien-être physique, la fatigue.
donc un élément important. Et finalement, ce qui est le plus impactant, c'est le bien-être émotionnel, le sommeil et le fait de faire face dans tous les éléments de dimension de la maladie rhumatoïde. Exactement la même chose, une étude, cette fois-ci poulée de la littérature, qui montre, si on s'intéresse à qu'est-ce qui est encore un fardeau ou une gêne chez les patients en rémission, hein. Vous avez dans la colonne du bas le DAS28, et vous voyez que les éléments les plus importants restent à nouveau, je me répète, mais c'est toujours la même chose, la douleur, la fatigue, la mobilité, la qualité de vie qui vont intervenir chez les patients. Donc, on a des patients qui ont, malgré la rémission, ce cercle, je les ai mis en français cette fois-ci tout de même, ce cercle qui est, même si la nuit, le sommeil est meilleur, même si le déroulage matinal est mieux, la douleur, la fatigue, la possibilité de travailler ou d'avoir une activité restent des éléments prégnants qui sont probablement encore responsables d'un ras-le-bol. Alors, on pourrait me dire, bah, c'est très bien, Madame Dernis, mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer ça? Alors, bon, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Dans le service, on a l'habitude d'avoir cette prise en charge très holistique, hein, comme on dit maintenant, plutôt pluridisciplinaire. Alors, j'aime bien plutôt la première phase du chapeau, en haut. Tout en haut, c'est pour moi l'ensemble des équipes auxiliaires de santé, paramédicaux, qui vont nous aider à prendre en charge les patients. Et bien évidemment, ça me paraissait important de pouvoir certes assister sur le pluridisciplinaire et puis voir que quand même le soutien psychologique, la place du psychologue est vraiment très en haut dans la prise en charge recommandée par la Société française de rhumatologie. Et je pense que je vais profiter de cette petite transition pour passer la parole à Caroline Blot. Merci. Alors, moi, en effet, je me suis interrogée sur ce terme de ras-le-bol, qui renvoyait pour moi en fait une expression assez familière. Donc, j'ai repris en fait la définition dans le dictionnaire de Larousse, qui signifie en fait le fait d'en avoir marre d'être excédé. Alors, on entend justement, c'est un excès, un débordement, une limite, un seuil qui a été dépassé, pouvant être source d'anxiété et de mal-être. David Le Breton est un anthropologue et sociologue qui a écrit beaucoup de livres sur la douleur. Et dans son livre « Tenir, douleur chronique et réinvention de soi », il disait « La douleur chronique est une occupation à plein temps, non seulement à cause de sa résonance permanente sur le rapport au monde, mais aussi sur la gestion, mais à cause, excusez-moi, de la gestion des soins ou de la recherche de solutions. En effet, le patient présentant un rhumatisme inflammatoire chronique doit avoir une certaine endurance pour continuer sa vie. Il est mis à rude épreuve, notamment quand la maladie prend trop de place dans son quotidien et impactant son identité. Nous savons que le soutien social, la famille, les amis, les relations au travail, que ce soutien social est précieux dans ces moments-là et tout au long de la maladie. Alors, en tant que psychologue clinicienne exerçant dans un centre hospitalier dans le service de rhumatologie, entre autres, j'entends les patients présentant un rhumatisme inflammatoire chronique parler de ce ras-le-bol, de cet épuisement en consultation que je vais essayer de vous faire part. Alors, ras-le-bol, en effet, d'être limité dans les activités habituelles. Ça, c'est très courant, avec ce rapport au temps qui est différent. Les patients rapportent justement ce changement de rythme. Ils ne font pas les choses de la même façon et au même rythme qu'avant. Ne plus avoir non plus la même dextérité. Difficulté d'ouvrir une bouteille, une boîte de conserve, tenir une assiette. Aussi, par rapport à l'activité professionnelle, il y a souvent les patients, il y a des modifications. Il peut y avoir un changement d'activité professionnelle ou alors modifier le rythme, que ça soit diminuer souvent, voire arrêter. De même pour les activités de loisirs, créatrices ou sportives. Ras-le-bol de ce corps aussi qui change, qui évolue, qui impacte aussi la féminité ou la masculinité. Ne plus avoir la même force qu'avant, les gonflements, la déformation, la prise de poids aussi, etc. Ras-le-bol de la fatigue physique, psychique. Ras-le-bol de la douleur. On le disait tout à l'heure, est-ce que j'en ai trop fait aujourd'hui? Est-ce que si j'en fais moins, est-ce que la douleur sera peut-être différente? Est-ce que je vais pouvoir aller à cette sortie ce soir? Comment je vais me sentir? Autant de questions que les patients se posent pour essayer de dompter la douleur. Ras-le-bol aussi d'être face à des contraintes liées au traitement. Ras-le-bol du traitement, c'est ce qu'on vient de dire. Le fait aussi, parce que beaucoup de patients viennent à l'hôpital pour avoir leur traitement. Donc, ras-le-bol de venir à l'hôpital, de l'effet de la blouse blanche qui reste aussi très anxiogène pour certains.
Ras-le-bol aussi parfois quand il y a un changement de personnel, un changement de fonctionnement, justement pour les personnes qui viennent aussi régulièrement à l'hôpital. C'est plus la même infirmière, plus la même aide-soignante. La douleur aussi on parlait tout à l'heure, hein, des injections en sous-cutané. J'ai une patiente qui me disait que ce jour-là, elle en avait ras-le-bol parce que le jour de l'injection, elle devait ne rien prévoir. Parce que ce jour-là, elle avait remarqué qu'en fait, elle était fatiguée, qu'elle était souvent lasse, pas bien. Donc voilà, elle s'interdit de faire quoi que ce soit. Une journée, on pourrait dire off. Ras-le-bol de l'entourage. C'est une maladie qui n'est pas toujours comprise par l'autre. De ne pas avoir l'aide demandée aussi. Et la difficulté aussi pour le patient de demander de l'aide. C'est pas toujours simple de demander de l'aide à l'autre. Ras-le-bol aussi du combat administratif, de justifier sa pathologie aux administrations, toutes les démarches administratives aussi, les arrêts de travail, les bons de transport, etc. Alors la liste est sûrement loin d'être exhaustive et je pense que chacun pourrait rajouter son propre ras-le-bol, mais nous pouvons entrevoir quand même les difficultés que les patients rencontrent avec les répercussions physiques, psychologiques et socio-économiques. Alors, le ras-le-bol, c'est ce que je disais au départ. Pour moi, pour le dictionnaire, en tout cas, c'est un excès, un débordement, une limite, un seuil qui a été franchi. Une limite a été dépassée. Et donc, je vous donne l'exemple d'une situation d'une patiente pour illustrer ce propos. Madame B est hospitalisée en rhumatologie suite à une poussée de sa polyarthrite rhumatoïde. Madame B me dit qu'elle a tardé à appeler pour venir à l'hôpital, car elle a eu plusieurs hospitalisations auparavant pour d'autres raisons. Elle avait le sentiment que cela allait passer. Elle me raconte qu'elle est très invalidée par sa maladie, devient angoissée à l'idée de faire des choses essentielles de la vie quotidienne, comme aller aux toilettes. Elle n'arrive plus à s'asseoir ou à se relever. La déchéance, me dit-elle. C'était sa limite à elle, pour appeler et venir à l'hôpital. On voit bien que la douleur physique l'empêche de réaliser des gestes essentiels de la vie quotidienne, la rendant dépendante de l'autre et amenant ce sentiment de déchéance, pouvant aussi aller à des sentiments d'humiliation et de honte. Elle a peur d'être handicapée, de rester dépendante. La crainte du devenir reste anxiogène et omniprésente pour le patient, qui se réactive à chaque poussée et lui rappelle que c'est une maladie qui peut évoluer. L'expérience de la douleur nous rappelle que nous sommes dans une certaine dépendance à l'autre, alors qui peut être éphémère, mais renvoie à une impuissance et peut raviver des souvenirs d'enfance plus ou moins douloureux. Le ras-bol peut aussi survenir après une accumulation d'événements. La maladie vient à ralentir ou arrêter le corps. Les gonflements, la douleur, la fatigue empêchent parfois le patient de continuer ses activités habituelles, entraînant une blessure narcissique et un remaniement identitaire. Peut s'ajouter aussi des événements de vie difficiles, tant au niveau familial que professionnel, qui fragilisent davantage le patient et peut aboutir à ce ras-le-bol. On pourrait dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le patient peut exprimer alors une injustice, une colère, ou à l'inverse, un découragement, un abattement par rapport à ce qui lui arrive, au changement que cela implique pour lui dans ses choix de vie, dans son rapport au corps, dans sa relation aux autres, dans son mode de relation aux autres, dans son niveau de vie. Le patient est face à un corps diminué, ralenti, douloureux, un corps qui lui devient étranger. Le sujet ne se reconnaît plus. Dans cette période de crise, la personne peut s'exprimer par des actes, des émotions, des paroles qui ne sont pas toujours habituelles et souvent l'entourage peut les repérer. Certains vont parler librement de ce qui se passe pour eux, tandis que d'autres peuvent réagir d'une autre manière, en se repliant, en étant irritables, en colère, en refus de soins, ou parfois être quérulents ou être dans une certaine méfiance aussi par rapport à l'équipe. Des doutes sur le traitement, on ne me dit pas tout. Chacun réagit à sa manière et en fonction de sa personnalité. L'ensemble de l'équipe doit être vigilant à tout changement de comportement, à s'interroger aussi face à des attitudes agressives du patient ou à l'inverse, à un repli qui traduit souvent une souffrance à entendre. Alors pour que cette souffrance puisse se dire, il est important de créer un climat de confiance entre le patient et les membres de l'équipe pour libérer cette parole. Il est essentiel pour tout soignant de prendre le temps d'écouter le patient,
de le laisser parler, de raconter son vécu par rapport à son corps impacté par la maladie. L'écouter, le laisser s'exprimer de manière spontanée, sans questionnaire préétabli, c'est l'accepter et le prendre en considération en tant que sujet. Les médecins, le médecin, les soignants, la psychologue, a un devoir éthique d'accueillir ce ras-le-bol et ainsi proposer au patient de parler de ce seuil qui a été franchi et qui n'est plus supportable pour lui. Le sujet ne peut plus faire comme avant. Ce n'est plus possible. C'est peut-être l'occasion d'un changement qui peut être salutaire. Alors, un patient me disait ceci. Je ne me vois pas dire à ma femme que je suis fatiguée, que je vais me reposer, je dois m'occuper de mes enfants. Je cherche un passage pour accepter la maladie et faire avec dans ma vie. Actuellement, je me sens handicapée, limitée, fatiguée. Ce patient, cherche un passage pour accepter la maladie et faire avec dans sa vie. Ce passage ne serait-il pas ce travail intérieur, psychique du deuil? Le travail de deuil est régulièrement la réaction à une perte, nous disait Freud. Faire le deuil de ce que je faisais avant, d'un idéal parfois, à quoi j'aspirais, qui se fait avec une certaine rébellion, parce que c'est la maladie qui nous l'impose. C'est pas nous qui l'avons choisi. Il faut du temps pour se détacher de ce que nous avions investi, et cela ne se fait pas sans douleur. Tout l'enjeu de ce travail intérieur est de permettre au sujet de se familiariser avec un corps devenu étranger et redéfinir le champ des possibles. Alors, ce champ des possibles peut être aussi de continuer certaines activités, mais d'une autre manière. La douleur du malade, justement, n'est pas toujours corrélée à l'activité de la maladie. Et comme le dit David Le Breton, je le recite, la douleur est toujours subjective. Elle ne se prouve pas, mais s'éprouve. Nous savons que chaque personne est impactée par la maladie de manière singulière, amenant un remaniement physique et psychique. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas une polyarthrite, mais des polyarthrites. Il n'y a pas une spondylarthrite ankylosante, mais des spondylarthrites ankylosantes. Il faut être vigilant de ne pas réduire le patient à sa pathologie, mais nous devons nous occuper de la maladie et de la douleur du malade, de sa souffrance, de son vécu. Ce qui m'amène à parler d'une personne que j'ai rencontrée. Madame T est venue en hôpital de jour pour un deuxième avis, car elle est douloureuse depuis plusieurs mois, avec le sentiment que le traitement ne fonctionne pas. Madame T évoque qu'elle est à la retraite depuis 6 mois. Elle a eu le sentiment que cela lui est tombé dessus. Elle était très investie dans son activité professionnelle et avait un rythme assez dense. Actuellement, elle ressent un sentiment d'inutilité et un sentiment de vide. Elle se retrouve seule à la maison, déprimée, douloureuse, avec un certain temps libre. Elle fait le bilan de sa vie. Elle est dans une période de remaniement où elle doit retrouver ses repères. Je parle de cette situation car le rhumatisme semble totalement contrôlé sur le plan inflammatoire. C'est ce qui en a découlé de cette journée d'hospitalisation. En revanche, il persiste une perception de cette douleur extrêmement importante, mais qui est sûrement en lien avec le travail psychique qu'elle est actuellement en train de réaliser sur ce changement de vie, ce changement de rythme, ce changement de statut. La consultation avec le rhumatologue permet d'informer la patiente sur les résultats d'examen et aussi, par ses questions, ses silences, de l'écoute qui lui porte, d'entendre la période qu'elle traverse et ainsi soutenir aussi cette quête intérieure, ce travail intérieur et l'orienter, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique. Pour David Le Breton, la douleur est l'indice d'une souffrance existentielle qui résonne dans la chair et autorise socialement un contact, un réconfort. Pour surmonter la douleur, il faut l'accueillir, lui attribuer un sens pour qu'elle puisse être comprise et transformée. Une douleur identifiée à une cause, à une signification, est plus supportable qu'une douleur restée dans le non-sens, non diagnostiquée, non comprise par le sujet. L'accompagnement, l'écoute, la capacité à contenir l'anxiété, l'accueil par les soignants ou la famille de la parole souffrante exercent
un effet d'apaisement. Alors, que pouvons-nous conseiller aux patients? De parler de ce ras-le-bol, de pouvoir mettre des mots sur ces mots, MAUX, de le dire à un autre qui est en capacité d'entendre, un rhumatologue, un psychologue, un soignant. Dans ma pratique, je constate aussi l'importance pour les patients d'avoir un numéro de téléphone où ils peuvent contacter les infirmières de rhumatologie directement et qui travaillent en étroite collaboration avec le rhumatologue. Je constate aussi l'intérêt d'un accompagnement pluriprofessionnel, notamment quand les patients sont en hospitalisation de journée ou en conventionnel, où c'est vraiment l'occasion pour eux de rencontrer l'ergothérapeute, la kinésithérapeute, la diététicienne, etc. Afin d'avoir des astuces, des gadgets, alors c'est un mot d'une patiente, pour améliorer leur quotidien. Je pense également à l'équipe du centre antidouleur qui propose différents accompagnements pour soulager la douleur via l'acupuncture, l'hypnose, etc. Le patient est accompagné par une équipe pluriprofessionnelle dans le respect de son intégrité et de sa singularité afin qu'il trouve ses solutions pour vivre sa vie avec son rhumatisme inflammatoire chronique. Pour terminer, je voulais évoquer deux phrases de patiente. Une patiente me disait « L'importance de se sentir bien dans son corps, dans sa tête pour mieux vivre ses douleurs. L'important de se sentir bien, en forme, vidé de ses pensées pour accepter ses douleurs et non que cela ravive une histoire de vie difficile. » Et une autre patiente me disait « Depuis que ma maladie est cadrée, cela ouvre des possibles, des projets, des envies. » Merci. Merci beaucoup, Caroline Bleu. Merci, docteur Dernis. Je crois que c'est important de parler du ressenti des patients. Je crois que les internautes qui nous écoutent doivent sûrement aussi se sentir mieux compris. C'est pas facile non plus toujours pour eux de parler de ce qu'ils ressentent. Sûrement, certains se disent bah, « je suis pas seule », mais j'imagine aussi qu'il y en a beaucoup qui disent bah, « oui, mais moi, mes soignants ne prennent pas le temps de cette écoute ou je n'ai pas cette possibilité de parler de ce que je ressens. » Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées pendant vos exposés, donc je vous propose qu'on y réponde. Alors, la première, c'est pour vous, Caroline. Merci, Caroline, pour cette prise en compte de toutes nos causes de ras-le-bol. Comment les rhumatologues de votre service les intègrent-ils dans leur pratique quotidienne? À quel moment du parcours des patients les patients sont-ils orientés vers vous? Ben moi, je trouve que ça serait plutôt Madame Dernis de répondre parce que je crois que voilà, ça arrive beaucoup aussi en consultation où ils peuvent exprimer ce ras-le-bol, cette inquiétude, différentes difficultés en fait de mal-être et je crois que c'est vous aussi qui savez faire, je crois, amener aussi. En fait, je crois que ce qui est important, c'est d'en parler avec son rhumatologue et que le rhumatologue puisse l'entendre et amener aussi vers une consultation psychologique et de pouvoir en parler. Ouais, moi, ce que je sous-tends dans cette question, c'est finalement à quel moment et comment on peut solliciter quand on est au cabinet de consultation le psychologue ou la psychologue d'une équipe. Alors, on a la chance à nouveau, Caroline a quand même beaucoup de temps dans le service, donc elle est sollicitée en hôpital de jour sur une... On la note. Je ne vais pas dire sur une prescription parce que vous savez très bien que les psychologues ne sont pas prescrits par les médecins. On note, on demande le passage de Caroline. Et Caroline a la chance d'avoir un téléphone que, à titre personnel, j'utilise beaucoup quand je suis en consultation en disant « je suis avec une patiente, je pense qu'elle a besoin de vous voir ». Elle note les coordonnées de la patiente et, en général, vous la rappelez, hein, Caroline ou... Non, c'est plutôt... Alors, si je peux me permettre. Allez-y. Non, je crois que c'est important de... Souvent, c'est plutôt le fait de donner ma carte et de m'appeler, parce que souvent, les patients m'appellent, en fait. Hein. Je crois que c'est vraiment dans ce temps de clinique avec le médecin où ils peuvent parler de leur vécu, de leurs difficultés et de proposer, en fait, cette possibilité de me rencontrer par la suite. Voilà. J'aime pas trop rappeler les patients. Moi, personnellement, je téléphone parce que j'ai le téléphone facile, mais j'ai un petit tas de cartes de visite de Caroline Bleu, psychologue, sur mon bureau de consultation et j'ai un petit tas de cartes de visite des infirmières que je distribue en fonction, pas à tous les patients, parce que les patients n'ont pas forcément besoin d'avoir ces deux cartes. Voilà, c'est
plutôt une évaluation. Et puis, comme je rajoute qu'on a pris l'habitude de laisser la possibilité aux équipes d'hospitalisation complète d'appeler directement la psychologue s'ils le trouvent nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage, en tout cas dans l'équipe, systématiquement par l'avis du médecin. On peut dire que malheureusement, il n'y a pas non plus des psychologues dans tous les services de rhumatologie. Oui, c'est certain. Non, mais justement, je crois qu'il y a aussi des psychologues en libéral que les patients aussi peuvent aller voir pour aller parler aussi de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils vivent au quotidien avec leur maladie. Oui, avec les difficultés d'accès ou alors, parfois, en effet, des psychologues en libéral, malheureusement. Ce qui prend surtout beaucoup de place dans ma vie, c'est le manque d'énergie, la fatigue chronique, le brouillard cérébral. Que faire pour être plus en forme? Oui, ça c'est vraiment la traduction là, de ce que j'ai noté. C'est cette notion de flou, de trouble cognitif dans notre jargon, mais qui est plutôt un brouillard. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors après, il y a toutes les thérapeutiques qu'on peut proposer. On a parlé des thérapeutiques cognitivo-comportementales. On parle beaucoup actuellement de l'activité physique. Vous savez que ça prend une partie importante et que c'est même promu de façon par nos autorités de tutelle. Donc, c'est tout ce qui va finalement qui va vous convenir à titre individuel, parce qu'il n'y a pas, tout ne marche pas chez tout le monde. Moi, j'insiste beaucoup sur l'activité physique, mais je pense qu'on est tous pareils, même pour ceux qui n'ont pas de maladie chronique ou l'activité physique peut faire du bien pour ce brouillard qu'on a de temps en temps aussi en ne souffrant pas de maladie chronique. Je crois que c'est important d'en parler, de mettre des mots, de parler de ce qui se passe pour vous, de revenir sur ce moment-là. Comment aider mon mari qui souffre de spondylarthrite ankylosante? Rien ne le soulage, il baisse les bras et n'a plus le moral. Il n'accepte pas sa maladie, il a 44 ans et souffre. Caroline, vous voulez commencer? Oui, c'est vrai que c'est une vraie question, d'être face à un proche. Alors sûrement que ce monsieur n'arrive peut-être pas encore à en parler. C'est vrai que souvent, c'est ce que je me rends compte moi dans la clinique aussi, c'est que parfois la démarche de venir parler n'est pas simple, n'est pas évidente. Moi, je travaille aussi beaucoup avec les infirmières qui reçoivent les patients en consultation plusieurs fois, il y a un lien qui se crée avec eux. Et des fois, en fait, ça arrive qu'ils appellent ensemble, en fait, pour prendre rendez-vous. Voilà. Pour aider aussi à cette première démarche de venir parler. Alors, peut-être que cette femme peut en discuter avec son mari et de voir si elle peut l'accompagner vers cette démarche-là, en fait, d'aller en parler à quelqu'un. Parfois, c'est vraiment l'accompagner, de prendre le téléphone, de prendre rendez-vous et puis de voir, voilà, s'il peut aller se saisir de cet espace de parole, en tout cas, et de parler de ce qui se passe pour lui. Les traitements peuvent-ils jouer sur la libido? Oui, bien sûr. Certains traitements peuvent jouer sur la libido, mais c'est surtout l'état de santé général. On a vu tout à l'heure, je n'avais pas insisté, mais sur la première cycle, douleur, raideur matinale, évidemment que ça peut avoir des influences sur la libido et sur notre équilibre aussi de santé globale où l'activité sexuelle intervient. Oui, bien sûr. Donc là, il faut consulter. Il faut ne pas hésiter à aller voir, en parler aux rhumatologues. On a quelques rhumatologues expertes, en particulier dans la région ouest. Madame Pertrigé travaille beaucoup là-dessus, dans la polyarthrite. C'est quelque chose qui est pris en compte par les rhumatologues. Et puis, si le rhumatologue n'est pas attentif à ça, on va voir le généraliste. On va voir quelqu'un pour essayer d'avancer sur ce sujet. Cela fait maintenant 24 ans que j'ai une polyarthrite et j'ai appris avec le temps à la gérer. Mais aujourd'hui, j'y arrive plus. Elle est de plus en plus présente et douloureuse. Elle se renforce où je vieillis et cela est de plus en plus lourd. Bref, quelle solution pour moi qui suis encore en activité? Comment expliquer mon état alors que les prises de sang ne révèlent pas d'activité? Je suis anéantie moralement et physiquement. Alors moi, j'ai envie de me poser cette question, peut-être de savoir en effet qu'est-ce qui fait que pendant 24 ans, en tout cas, elle a pu la gérer, sa polyarthrite, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Dans quel contexte ça survient, peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des événements de vie particuliers, qui s'est passé avant? Prendre le temps peut-être de revenir sur ce moment-là qui entraîne vraiment j'allais dire un avant-après, je suis même pas sûre, mais quand même, il y a ce ras-le-bol-là qui arrive, et qui n'est pas compréhensible pour le patient. Et voilà, comment peut-être comprendre ce qui se passe et de reparler avec l'ensemble de l'équipe, je crois, aussi.
Vous vouliez ajouter Non, quelque mais alors, c'est typiquement les patients parfois qu'on suit depuis de nombreuses années, qui vieillissent aussi. Et régulièrement, sur certains patients, je fais l'hôpital de jour pour être bien sûr que l'activité, hein, c'est Madame T dont vous avez parlé, bien sûr que l'activité inflammatoire, c'est pas ça le problème principal. Donc ça, on peut le ranger en disant, bon, on arrive à... Et ensuite repartir sur une évaluation, en effet, psychologique. Peut-être qu'il y a de l'arthrose qui s'est rajoutée. Voilà, il faut quand même une petite synthèse médicale sur la fatigue. Et si on n'a pas d'explication évidente, d'hystéroïdie, un diabète, de partir sur la formulation. En effet, pourquoi depuis 24 ans ça allait bien et puis maintenant ça ne va plus, c'est une vraie question. Y a-t-il une prise en charge de séances de psy hors hôpital pour la PR, afin de mieux vivre la maladie? Alors ça, c'est compliqué parce que c'est un grand débat aujourd'hui sur le remboursement des consultations psy, hein, que vous avez dû voir sûrement par rapport aux différentes mobilisations ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué au niveau du remboursement. Soit c'est le service public, donc c'est l'hôpital, ou alors il existe aussi les centres médico-psychologiques. C'est vrai que dans beaucoup de départements, les listes d'attente sont très longues. J'ai envie de dire, voilà, en prise en charge aussi, je parle aussi quand même des psychiatres aussi, parce qu'il y a aussi, c'est un médecin, donc il y a une prise en charge, et il y a des psychiatres, voilà, aussi, où on peut parler aussi de ce qui se passe pour soi et de l'impact que ça peut avoir aussi la maladie dans notre vie. Alors, je suis quasiment certaine qu'on l'a mis en ligne sur le blog Entraide, afpentraide.org, justement la réponse à cette question sur la prise en charge des consultations psy en ville. J'ai une spondylarthrite. Mes collègues ne comprennent pas qu'il y a des jours avec et des jours sans. Ils pensent que je suis feignant. Comment faire comprendre ce que je vis sans me plaindre pour autant? Alors, je vais y répondre quand même, parce que sur la spondylarthrite, il y a une caractéristique. C'est une maladie qui ne se voit pas, en particulier dans la partie très initiale, et c'est une maladie qui fluctue beaucoup. J'ai toujours en mémoire un de mes jeunes patients qui était apprenti boulanger, qui avait une thalalgie, hein, c'est un signe Et donc, le matin au réveil, il avait cette dérouillage matinal qui durait 2-3 heures. Il devait normalement prendre son boulot avec son patron vers 5 heures du matin. Mais à 5 heures du matin, il était très inflammatoire. Tandis qu'à midi, il l'était beaucoup moins. Donc, il était sur le terrain de foot avec les jeunes de son âge. Et c'est bien la fluctuation de la maladie, elle est importante. Alors, il faut en effet essayer de le contrôler. Normalement, si on arrive à contrôler la fluctuation de la maladie, mais malgré tout, on est aussi dans la maladie chronique avec des phases de douleur, malgré la persistance d'inflammation. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est comment parler de ce qu'on va mal, qu'on n'est pas bien, sans avoir l'air non plus de se plaindre. Oui, je crois que c'est peut-être qu'il faut, enfin c'est ce que je disais, faut trouver aussi l'interlocuteur qui peut entendre aussi cette plainte et que c'est pas toujours simple en effet pour l'entourage de parler de son vécu de sa maladie quotidiennement. Peut-être que c'est pas le bon interlocuteur, peut-être c'est d'avoir quelqu'un d'autre à l'extérieur, voilà. D'où alors voilà, moi j'ai parlé de l'accompagnement psychologique, mais ça peut être voilà avec le rhumatologue, avec un soignant, des professionnels où voilà, il peut peut-être avoir cet autre qui peut entendre aussi cette souffrance et cette plainte au quotidien. Et ça peut être aussi quelqu'un, un bénévole dans une association. Et tout à fait. Alors, c'est vrai que vous faites bien de le rappeler parce que je trouve qu'on en a aussi entendu parler cette semaine du groupe de patients et de pouvoir aller rencontrer aussi d'autres patients et de savoir comment ils vivent. Et ça permet aussi d'ouvrir, je trouve. Et je repense d'ailleurs à cette dame avec son mari. Ça peut être aussi une première démarche, parfois aussi d'aller voir des patients et de discuter. Tout à fait. J'ai 45 ans, 3 enfants et une PR. Je travaille à mon compte. Mon mari m'aide comme il peut, mais je me sens dépassée et pas à la hauteur. Comment m'en sortir? Alors oui, comment je trouve qu'il y a beaucoup d'impact aussi sur des personnes jeunes avec des enfants de ce quotidien en fait à gérer. Et je trouve que c'est une vraie question. Alors, je pense qu'il y a un travail individuel, mais pas que. Et je pense aussi dans ces situations-là, peut-être d'avoir aussi un accompagnement au niveau familial pour pouvoir parler aussi peut-être entre eux, peut-être de comment ça se passe, de comment ça s'organise et de réfléchir ensemble en fait. Voilà.
comment ils pourraient faire avec cette maladie, hein, qui impacte voilà, dans leur quotidien. Dernière question. Ras-le-bol de me faire des injections, de devoir faire des prises de sang et d'autres examens de contrôle, des rendez-vous médicaux. Peut-on alléger le suivi quand tout va bien? Ah oui. Peut-on aller? Oui, mais c'est typiquement, vous savez qu'on est tous en train de travailler là, aussi bien dans la spondylarthrite et la polyarthrite, sur la réduction, l'espacement des traitements. Et c'est typiquement ça. Et maintenant, en consultation de rhumatologie, les patients vont bien. Et quand la rémission, que ce soit dans la spondylarthrite et la polyarthrite, est bien assise, stable, le patient va bien, qu'il est d'accord avec ce choix, parce que parfois les patients je suis pas d'accord, eh ben, on peut accompagner. Donc, si on se fait moins de traitements par injection, on a moins fréquemment besoin de prise de sang. Donc oui, on peut alléger quand tout va bien, mais ça a l'air d'être le cas de ce monsieur ou cette dame. Alors, donc on a pris la dernière question. Avant de conclure, je vais quand même vous parler de quelques remerciements, parce que j'imagine qu'il y en a bien plus. Merci d'avoir mis des mots sur nos ressentis. Vous avez tout dit de notre ras-le-bol. Merci. Heureusement qu'il y a des gens qui nous comprennent. Bravo et merci d'avoir aussi bien analysé notre mal-être et notre souffrance, souvent incompris. Donc, merci beaucoup, Madame Blo et Dr Dernis, hein, pour votre présentation. Bien vivre avec une maladie chronique, c'est pour bien vivre avec cette maladie, il vaut mieux être bien accompagné, bien informé et de ne pas rester seul avec ces questions, avec ces difficultés. Moi, je vous invite à rejoindre notre association. Vous bénéficierez des conseils de nos patients experts, de notre assistant social, de l'expérience de nos délégués qui sont des bénévoles qui vivent aussi avec un rhumatisme inflammatoire chronique. C'est important. On a aussi, pour vous aider, de nombreux supports, des brochures, des vidéos qui complètent les informations qui sont données par votre rhumatologue. Et si vous êtes récemment diagnostiqué, à partir de la plateforme Internet du Salon, vous pouvez accéder à une page qui est dédiée aux personnes qui est au premier pas avec la maladie. Alors, je sais, chaque soir, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues parce qu'on n'a pas pu transmettre leurs questions aux orateurs. Malheureusement, on reçoit une centaine de questions tous les soirs et on ne peut pas, bien sûr, éterniser la conférence. Mais demain, je vous donne rendez-vous à 11h30 avec le docteur Karine Ouati de l'hôpital Saint-Antoine et avec le docteur Didier Poivret de l'hôpital Metz-Thionville. La conférence sera uniquement faite de vos questions. Hein, ils vont y répondre. Donc, demain, attention, c'est à 11h30 cette conférence. Et puis, on vous propose aussi toute la journée des ateliers. À 10h, on commence par un atelier dérouillage avec Anthony Demont, qui est kinésithérapeute à Paris et qui va vous montrer quelques exercices pour bien débuter la journée. Et alors, si vous voulez faire les exercices en direct, vous aurez besoin d'un tapis, d'un coussin, d'un bâton type manche à balai et d'une balle assez molle. À 14h, on aura rendez-vous avec Anne-Gabrielle Dumont, qui est diététicienne à Montpellier. Elle vous parlera des recommandations de la Société française de rhumatologie en matière d'alimentation et surtout, elle vous expliquera comment vous pouvez les appliquer au quotidien. Et enfin, à 15h15, nous clôturerons le salon avec un atelier découverte de la méditation pleine conscience qui sera animé par Isabelle Mante. Merci beaucoup, docteur Dernis. Merci, Caroline Blo, toutes les deux d'être venues ce soir. Et puis à tous, bonne soirée et à bientôt. Bonsoir. Bonsoir.